Nous retrouvons aussi sur ce plateau Rachad Antonius. Bonjour Rachad. Bonjour. Professeur au département de sociologie de l'UQAM, spécialiste du Moyen-Orient, et Olivier Kemed. Bonjour Olivier. Bonjour. Auteur, metteur en scène et directeur artistique du théâtre de Katsu. D'ailleurs, c'est le lancement de votre nouvelle programmation. Oui, on a lancé la saison 2017-2018. Vous avez célébré, vous avez dormi un peu quand même. Ce qu'il faut. Vous vous intéressez d'ailleurs, Olivier, par votre travail d'auteur au conflit. Vous avez lu d'ailleurs pour nous, tous les deux, messieurs, Civil Wars. C'est le nouvel ouvrage de l'historien britannique David Armitage. Il est professeur à Harvard. Rachad, il tente de définir ce qu'est une guerre civile et c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple parce que le point de départ, c'est la contradiction entre les deux termes guerre et civil. Ouais. Guerre, on renvoie à la violence, à l'antagonisme, et le mot civil renvoie à la civilité, au voisinage, et alors comment... À la bonne entente. À la bonne entente. Ouais. Et donc, le fait de les mettre ensemble, c'est pas une invention de l'esprit, c'est qu'il y a des situations où des gens qui vivent ensemble rentrent en guerre et se tuent. Et alors, comment on pense cette situation et quelle forme elle prend? Oui. Puis il y a beaucoup de conflits à l'heure actuelle qui sont considérés comme des guerres civiles à l'ouest de l'Irak, en Syrie, bien entendu, au Soudan du Sud. On pourra aussi se questionner sur la nature de cette prolifération. Oui, puis sur le débat perpétuel, parce que c'est jamais clair à quel moment c'est une guerre civile, à quel moment ça ne l'est pas, et les conséquences juridiques majeures sur le fait de la nomination même de l'affrontement. Merci, messieurs. Bienvenue à tous. De la cinquantaine de conflits qui ont lieu présentement autour du globe, la grande majorité sont considérés comme des guerres civiles en Syrie, en Ukraine, au Soudan du Sud, dans l'ouest de l'Irak. Bref, la prédiction de Bertrand Badi, politologue français, qui avait déclaré au journal Le Monde en 2013 que les guerres civiles sont des guerres d'avenir, il avait vu juste. Qu'est-ce qu'une guerre civile et comment expliquer la multiplication de ce type de conflit dans le monde actuel? L'historien britannique David Armitage, qui est professeur à Harvard, réfléchit au concept même de guerre civile dans un ouvrage intitulé Civil Wars qu'ont lu pour nous Rachad Antonius, professeur au département de sociologie de l'UQAM, spécialiste du Proche-Orient, et Olivier Kemed, auteur, metteur en scène, directeur artistique du théâtre de Katsu. Vous vous intéressez, Olivier, rappelons-le, par votre travail d'auteur au conflit. Au moins 2 de vos pièces sont inspirées par le conflit en Ukraine. Moi, dans Les ruines rouges du siècle, présenté en 2014, et Les manchots, qui a été présenté plus tôt cet hiver au Katsu. Rachad Antonius, vous connaissez Olivier parce que vous avez eu à commenter d'ailleurs. Exact. Voilà, son travail. Alors, on le disait en ouverture d'émission, Rachad et Olivier, d'abord Armitage, qui est un personnage très important, là, qui a étudié à Cambridge, s'intéresse à la notion même du mot guerre civile ou de l'expression guerre civile, et il s'arrête à la contradiction du mot guerre et du mot civil. Oui, parce que la notion de civil renvoie à tout ce qui est civilité, civilisation, et donc tout ce qui est vivre ensemble d'une certaine façon, citoyenneté, et c'est un peu en contradiction avec le mot guerre, et c'est ça qui est le problème, enfin l'enjeu de fond, c'est que les guerres civiles sont des guerres entre des gens qui sont des voisins, qui peuvent être frères. Une des personnes qui a essayé de codifier la notion même de guerre civile, puis de comment traiter avec les prisonniers libères aux États-Unis, avait 3 garçons, 2 qui étaient du côté du sud et du nord, et un qui était du sud. Donc ce sont des guerres où les familles sont divisées, les voisins se mettent à saillir. Ça s'est passé au Balkan aussi, c'est un exemple célèbre, par exemple. Ça s'est passé au Balkan, ça s'est passé, c'est toute l'œuvre de Shakespeare avec le cycle des rois, ces guerres civiles où les frères attaquent les frères, les pères égorgent leurs enfants. Effectivement, Libère en est meurtri jusque dans sa chair. Lui-même, d'ailleurs, avait fait la bataille de Waterloo, puis donc perd des enfants pendant la guerre civile américaine. Mais Armitage, ce qui est fascinant, c'est qu'il tente de réfléchir à d'abord l'apparition de la notion de guerre civile. Il défend l'idée qu'elle n'a pas toujours été. C'est assez radical comme point de vue. Par exemple, pour lui, il n'y avait pas de guerre civile à proprement parler chez les Grecs. Les Grecs utilisaient le terme polémos, d'où vient le mot polémique, pour parler de guerre entre les cités, et sinon de stasis, c'est drôle, ça veut dire immobilité, d'où le mot statique, lorsque les cités étaient engoncées et qu'il y avait des factions séditieuses. Mais il n'y avait pas de guerre civile à proprement parler. Pour Armitage, cette notion apparaît à l'époque romaine. Voilà. Et il le situe lorsqu'un consul, Sulla, marche sur Rome avec son armée. Il brise le tabou ultime, c'est-à-dire celui d'affronter le cœur même de son propre pays. Et à partir de ce moment, des historiens, dont l'historien grec, mais qui vivait sous l'époque romaine, Appien, va définir qu'est-ce qu'une guerre civile, à savoir cette idée que 2 factions d'un même espace commun
d'une même terre natale s'affrontent et revendiquent la légitimité politique. Chacune de ces factions prétend avoir la seule légitimité politique. Oui, puis le contrôle de l'État même. Le contrôle de l'État ultimement, évidemment. Bon, il dit qu'il y a pas de, il y a une absence de définition philosophique de la guerre civile. Pourquoi, Rachad Antonius? Il dit que les guerres civiles ont été étudiées surtout par les historiens et par les poètes, d'une certaine façon, et beaucoup moins par les théoriciens ou par les philosophes ou les théoriciens de la société ou de la politique ou du pouvoir. Et je crois qu'il essaye de comprendre pourquoi il n'a pas de réponse définitive là-dessus, mais il dit c'est parce que la notion est tellement mouvante. Il y a tellement de situations diverses qui ressemblent à la notion de guerre civile ou qui en sont. Par exemple, les rébellions. Est-ce que à partir de quand une rébellion ou une révolution devient une guerre civile? Oui. C'est la stabilité, en fait, c'est la durabilité du conflit qui en fait une guerre. Il y a la durabilité, il y a l'enjeu. Est-ce que, par exemple, quand c'est une guerre de sécession d'un groupe qui veut se séparer d'une société, est-ce que c'est une guerre civile? En fait, c'est une guerre d'indépendance plutôt. La notion est encore compliquée, et compliquée encore plus pendant la période des indépendances, quand des sociétés essayent de se libérer du colonialisme. Est-ce qu'on doit parler de la guerre d'Algérie, par exemple? Alors, c'est ça. Oui. Alors, mais je pense qu'il y a un certain consensus, puis il le dit. Essentiellement, une guerre civile, c'est une guerre entre gens qui, normalement, auraient pu s'attendre à vivre ensemble et ont vécu ensemble et se déchirent entre eux. C'est une guerre intestine à une société. Et c'est ça le point caractéristique. Et pourquoi c'est difficile? À définir, parce que la définition elle-même est un enjeu de la guerre. Parce que si on la définit comme civile, ça signifie qu'on reconnaît l'autre partie comme ayant une certaine légitimité. Et quand on veut nier la légitimité à l'ennemi, on n'appelle pas la partie la plus dominante, va appeler ça une rébellion, une insurrection, et non pas une guerre civile. Est-ce qu'il y a pas... Oui, allez-y, évidemment, tout ce débat. La Syrie est l'exemple le plus probant. Mais c'est effectivement la force d'Armitage qui dit cette très belle phrase, évidemment, comme homme de théâtre, ça m'a interpellé. Il dit, je sais que ça a l'air d'être une querelle langagière ou de mots, mais il dit d'abord, les mots nous donnent les chemins par lesquels nous construisons le monde. Bien sûr. Et ensuite, les mots ont des impacts sur la vie de millions d'êtres humains parce que les conséquences de juridiction, par exemple en termes de droit international, sont énormes. Ça a été tout un débat lorsque l'on a jugé des criminels de guerre en Bosnie. Certains d'entre eux disaient, du moment que c'est une guerre civile, ça ne vous regarde pas les puissances étrangères, c'est à l'intérieur. Lorsque la guerre devient internationale, par contre, certaines conventions s'appliquent. Oui. Donc le débat est énorme, c'est pas anodin. Quand est-ce qu'on intervient, puis jusqu'à quel point les instances internationales ont à voir dans le cours du conflit? On en parlait par rapport à la Syrie avec vous et Samir Saul. Il y a quelques jours à peine, Rachad Antonius, le cas de la Syrie est probant à cet égard. Oui, absolument, mais c'est parce qu'il met le doigt sur une des difficultés, c'est qu'il y a deux principes qui sont, je dirais pas contradictoires, mais paradoxaux, qui sont sur la table. Un, c'est le respect de la souveraineté nationale, et l'autre, c'est le droit de protéger et la notion de droits humains universels, le droit d'ingérence, si vous voulez, pour protéger. Et alors, évidemment, ces principes, même si on est de bonne foi, ces principes sont difficiles à concilier. C'est pas évident comment gérer cette question. Est-ce que si c'est une guerre civile, c'est une chose, si c'est une rébellion, c'est autre chose. Et là, le problème avec ça vient de deux choses. C'est que d'abord, toutes les parties qui ont se prononcé, sont des parties prenantes de l'une ou l'autre des guerres civiles en cours. Bien sûr. Et donc, on n'est pas capable de se positionner comme à l'extérieur du monde pour avoir une vision objective. On est juge et partie de tous ces enjeux-là. Et donc, ça devient difficile de départager quand est-ce que le principe d'ingérence pour préserver des droits humains prend le dessus sur celui de souveraineté. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément dont il ne parle pas, mais que je voudrais bien ajouter, c'est que beaucoup de gens qui écrivent sur les guerres civiles l'emploient de façon métaphorique. Alors on va dire, on est dans une guerre civile mondiale maintenant. Alors ça, c'est une métaphore, mais le fait d'employer le terme dans des sens métaphoriques empêche d'une certaine façon un usage plus rigoureux du concept. C'était le point de vue de Victor Hugo. Victor Hugo disait arrêtez de me parler de guerre civile ou transnationale. La guerre est la guerre et nous sommes tous frères humains. Et donc pour lui,
tout était relevé de la guerre civile. Mais il y a une distinction qu'Armitage reprend, qui a été faite par plusieurs penseurs, en 3 types de guerres civiles. Je trouve ça très intéressant. Il y a les guerres successionnistes, donc c'est-à-dire des factions qui se disputent le même trône. C'est l'enjeu et le succès de Game of Thrones, la grande série télévisée. Non, mais c'est vrai, c'est une guerre successionniste et ces guerres civiles ont embrasé l'Europe en grande partie. Il y a les guerres sécessionnistes où une seule partie se détache de la communauté politique. Elle ne veut pas nécessairement régner sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que pendant la guerre de sécession, justement, l'Union, donc du Sud, ne voulait pas siéger à Washington et ne voulait pas régner sur l'ensemble du territoire américain. Ce qui fait réfléchir l'auteur, d'ailleurs, il se demande si c'est une guerre civile ou une guerre de sécession qui a eu lieu aux États-Unis. Du point de vue du Sud, en tout cas, il n'y a pas une volonté de... Alors que le Nord, lui, voudrait régner sur l'ensemble du territoire. Et il y a les guerres super sécessionnistes où là, 2 parties se disputent le même territoire. Et il recense entre 1816 et 2001 484 guerres différentes. Parmi ces 484 guerres, 296 sont des guerres civiles. Et le tiers de ces guerres civiles sont de type sécessionniste, c'est-à-dire qu'elles ont voulu créer un nouvel État. Il y a de très rares cas dans l'histoire de l'humanité où les guerres sécessionnistes ne se sont pas muées en guerres civiles. Par exemple, la Norvège qui devient indépendante de la Suède en 1905, l'Islande du Danemark, le Monténégro de la Serbie en 2006. Mais ces cas sont si rares qu'ils les énumèrent et dans, disons, 95% des cas, ce sont des guerres civiles. Rachad Antonius, le 20e siècle, le 21e siècle est certainement un siècle de guerre civile. Les conflits se sont multipliés. On voit rarement maintenant 2 États s'affronter directement. Comment on explique la multiplication des guerres civiles? D'une part, c'est que quand les États s'affrontent, les conséquences sont majeures et énormes et des fois incontrôlables, mais surtout par le fait, on peut expliquer ça par le fait que les élites des divers États, même entre le Nord et le Sud, établissent des liens maintenant beaucoup plus forts que les liens tout simplement que les liens de domination, si vous voulez, entre le Nord globalement et le Sud globalement. Et donc, les conflits, plutôt que d'être entre des États, sont délégués à des zones plus restreintes et ça donne des guerres civiles. Parce que la guerre civile, au fond, c'est une guerre avant tout de légitimité. C'est-à-dire, si un pouvoir local est très légitime, il n'y aura pas de guerre civile. Il peut y avoir des insurrections qui vont être matées rapidement. Quand est-ce qu'une guerre devient civile dans un endroit, dans une unité sociale, dans un pays, dans une nation? Quand le pouvoir en place cesse d'être légitime. Et à ce moment, un autre pouvoir qui revendique la légitimité revendique aussi le droit de se battre, de se défendre et de tuer au nom de cette légitimité. Et donc, ça délègue, si vous voulez, la violence à un niveau plus restreint. Ça donne donc plus de guerres civiles que de guerres entre nations ou entre pays. Daniel Turcotte. Non, c'est parce que j'avais un professeur à l'université qui disait toujours « Le pouvoir ne se prend jamais, il se ramasse ». Mais c'est une opinion. Il y a la notion qui a vraiment opposé 2 penseurs britanniques du XVIIe siècle, Hobbes et puis Locke. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, il était tellement traumatisé par la guerre civile, il en avait souffert lui-même parce que ça avait mis à feu et à sang l'Angleterre, qu'il préfère que l'on donne tous les pouvoirs à un Léviathan, donc à une autorité suprême, du style être tyrannique, et les partisans, par exemple, d'Assad vont se revendiquer de cette idée de tout, même la tyrannie, sauf la guerre civile. Il y a une faiblesse argumentaire, en tout cas. Évidemment qu'il y a une faiblesse argumentaire. Et à l'opposé, un homme comme Locke, je systématise, c'est beaucoup plus nuancé, mais avance cette idée assez révolutionnaire qu'une guerre civile peut être juste, car face à la tyrannie, le peuple peut décider de prendre les armes pour renverser une tyrannie. Et donc, ce que Camus va résumer par on a toujours le droit de se révolter, hein. On est toujours en droit de se révolter. Et ces deux positions radicalement opposées font encore débat par rapport à ce qui se passe en Syrie ou dans d'autres lieux du globe. Mais il faut minimiser le pouvoir des instances internationales aussi dans un conflit comme celui de la Syrie. Rachad Antonius, il faut terminer là-dessus. Très rapidement, mais le problème, c'est quand il y a de l'ingérence extérieure qui fait que... Quand est-ce qu'il n'y en a pas? La guerre civile cesse d'être une guerre civile, mais une guerre de proxy entre des puissances internationales. Civil Wars, donc, à votre avis, messieurs, c'est un ouvrage à lire de David Armitage, c'est publié chez Allen Dense Lane. mais passionnant. Voilà. Merci beaucoup, Rachad Antonius et Olivier Kemet. Daniel Turcotte, vous restez avec nous.